me connaissez maintenant, je suis Karine Philibert et j'ai tenu pendant 12 ans une maison d'hôtes. Au travers de courtes vidéos, je vous présente cette activité et bien sûr, je partage avec vous mon expérience. Peut-être avez-vous visionné mes 4 vidéos précédentes. Je le répète à chaque vidéo, mais une maison d'hôtes, c'est comme n'importe quelle petite entreprise. C'est donc un projet professionnel qui se construit et qui se gère. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo qui est l'étape 5 d'aménagement, d'entretien, de petit déjeuner et de table d'hôtes. Je vais surtout vous donner des astuces pratiques et des conseils afin d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez déjà validé votre projet, qu'il est construit, que vous avez trouvé le financement et que vous avez dû même commencer les travaux, pourquoi pas faire les démarches administratives de déclaration d'ouverture de la chambre d'hôte. Alors cette vidéo, elle n'a absolument rien d'obligatoire, c'est vraiment juste un partage d'expérience pour améliorer ensuite votre quotidien afin de travailler plus vite et de se fatiguer moins. À mon sens, si je ne devais garder que 2 critères vraiment primordiaux pour une chambre d'hôte, ce seraient les critères de propreté et de confort. Bien d'autres critères sont importants, évidemment, mais je trouve que ces critères-là, ce sont vraiment le b.a.-ba d'une offre touristique. Je pense que tous les autres critères peuvent se justifier par un équilibre de rapport qualité-prix. Alors en fait, tous mes conseils d'entretien sont en rapport avec l'aménagement. C'est pourquoi il est vraiment important de réfléchir à votre entretien avant même d'aménager vos chambres d'hôtes, puisque par l'aménagement, vous allez vous faciliter l'entretien pour la suite. Alors parlons concret. Commençons par la literie. Je vous recommande un lit haut afin de pouvoir facilement passer en dessous avec un aspirateur et avec une serpillière. Alors évidemment, l'idéal, ce serait même un lit à roulettes avec des freins, mais malheureusement aujourd'hui, les modèles existants font encore un petit peu hôpital. Sinon, choisissez un matelas et un sommier léger avec des patins sous les pieds afin de pouvoir décaler facilement votre lit pour faciliter le nettoyage. Je vous recommande de mettre le moins de bibelots possible car plus il y a de bibelots, plus il y aura de poussière à faire. Alors oui, vous allez me dire, les bibelots, ça donne, disons, un style à votre chambre. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de donner un style à la chambre par les finitions elles-mêmes, par exemple des revêtements muraux, du sol. Imaginons que votre maison ait du cachet, et bien à ce moment-là, privilégiez de mettre en valeur des poutres apparentes, de la pierre, de la brique, des galets. Ce genre de matériaux régional va vraiment mettre en valeur votre chambre. Sinon, imaginons que vous n'ayez aucun cachet dans votre chambre, vous pouvez aussi suivre la tendance actuelle et de faire un seul pan de mur avec une couleur plus soutenue ou même pourquoi pas un papier peint à motif ou à graphisme. Si vos murs sont ainsi bien habillés, cela vous évitera d'ajouter tout un tas de bibelots. Sur les murs, eh bien moi je vous invite à penser plus miroir que tableau. Je trouve que le miroir personnalise un peu moins la chambre et donc va plaire à un peu plus de personnes et en même temps c'est une décoration utile. Si le revêtement de sol n'existe pas encore, eh bien réfléchissez bien à un revêtement qui ne soit pas salissant. Évitez par exemple un sol blanc ou un sol noir qui va être vraiment intransigeant avec la moindre petite saleté. Personnellement, je déconseille les tapis ou les descentes de lit. Je ne trouve ça pas hygiénique du tout. On sait que ce sont des nids à bactéries et même si vous faites de temps en temps des shampoings, malheureusement au quotidien, le nettoyage ne sera jamais parfait. De même, je déconseille les rideaux, je trouve que ça a tendance à emprisonner les mauvaises odeurs et la poussière. Sinon, si vous adorez les rideaux, eh bien à ce moment-là, prévoyez un système de décroche à partir de votre tringle qui soit assez facile de manière à pouvoir laver vos rideaux assez régulièrement. Gardez à l'esprit que malheureusement aujourd'hui, plus en plus de personnes ont des allergies aux acariens. En revanche, il faut quand même toujours proposer une solution pour pouvoir occulter complètement la chambre. L'idéal, bien sûr, ce sont des volets. Si vous avez des volets persiennes qui laissent passer la lumière, demandez à votre menuisier qu'il vous mette des plaques, par exemple, à l'arrière des volets, de manière à ce que ce soit totalement occultant. Vos hôtes n'apprécieront pas d'être réveillés par la lumière du jour. Pensez à expliquer à vos clients étrangers comment se ferment les volets. Oui, ça peut paraître idiot, mais certains ne connaissent que des systèmes de rideaux intérieurs. Si vous devez changer vos menuiseries, et que vous avez des petits bois à l'intérieur des fenêtres, je vous invite à mettre les petits bois entre les 2 verres du double vitrage. Cela facilitera le nettoyage de vos vitres. Pour les fauteuils, je vous déconseille également des fauteuils en tissu qui seront plus fragiles au risque de taches.
Optez plutôt sur du bois, de l'osier, du rotin. Choisissez là aussi des fauteuils légers que vous allez pouvoir déplacer facilement sans vous faire mal au dos lors du nettoyage. Pour le confort, je vous invite à rajouter des jolis coussins déhoussables que vous pourrez laver facilement. Je vous recommande vraiment d'aller à l'essentiel dans la pièce pour vous éviter le fameux lumbago à force de bouger des meubles. Dans une chambre d'hôte, le mobilier que je vous recommande est le suivant. Un lit en 160 de large si possible, ce sera plus confortable pour vos hôtes. 2 tables de chevet, 2 lampes de chevet. Pensez, c'est tout bête, à mettre des multiprises afin que vos hôtes puissent brancher en même temps que la lampe leur téléphone. Un bureau ou un secrétaire avec une chaise. 2 fauteuils confortables. Et pour finir, n'oubliez pas les rangements, c'est très désagréable pour vos hôtes s'ils ne savent pas où poser leurs affaires. L'idéal, bien sûr, c'est le placard mural avec une partie penderie, une partie rayonnage. Pour le détail, prévoyez des cintres tous identiques, en bois par exemple. Évitez de récupérer des cintres dépareillés, c'est pas très élégant. Concernant la télé, je sais que c'est vraiment là le gros point d'interrogation parce qu'on se dit en chambre d'hôte, les gens viennent faire du tourisme, se reposer, le bien-être, bon, ils peuvent déconnecter. Vous avez raison, mais il n'empêche que beaucoup d'hôtes, j'ai constaté, aiment avoir une télé, en particulier le tourisme d'affaires qui se déplace souvent seul. En parlant de connexion, il est vrai qu'aujourd'hui les Français, la plupart du temps, ont de la connexion 4G sur leur portable. Cependant, je vous recommande vivement la Wi-Fi. Je trouve que déjà pour la clientèle internationale, c'est vraiment indispensable. Et également une Wi-Fi de bonne qualité. À savoir, on l'a vu souvent, dans d'autres maisons d'hôtes, c'est très désagréable. Quand on vous dit, si vous voulez de la Wi-Fi, alors c'est très bien, vous pouvez, mais il faut aller, vous voyez, dans cet angle de la pièce ou à un certain endroit dans les escaliers. Attention, ça passe pas sur les terrasses. Bon, bref, faites en sorte que vos hôtes puissent au moins avoir de la Wi-Fi dans leur chambre, puisque c'est là où ils vont aussi prendre du temps pour envoyer des nouvelles peut-être à leurs amis ou leur famille. Si vous avez plusieurs chambres, pensez à bien renforcer l'isolation phonique entre les chambres. C'est vraiment très désagréable d'entendre le voisin ronfler. Personnellement, je laissais à disposition dans les chambres une bouilloire, des tasses, un assortiment de petites infusions, thé, café et chocolat soluble avec des bonbons. Ça, ce n'est absolument pas obligatoire, mais je trouve que ça fait partie des petites choses de bienvenue qui sont plutôt sympathiques pour vos hôtes. Alors j'avais également dans le salon commun un coin café en libre service avec une machine à café avec dosette, également là aussi une bouilloire et un assortiment de thé et d'infusion. Si vous avez une maison à étage, je vous recommande d'investir dans des chariots de ménage à chaque étage pour éviter là encore des manipulations excessives et donc le mal de dos. Si toutes vos chambres sont au même étage, gardez-vous absolument une pièce de rangement, une pièce de ménage dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre chariot de ménage, l'aspirateur, la serpillière. Dans cette pièce, prévoyez si c'est possible un évier bien large pour pouvoir remplir et vider votre seau. Concernant la surface des chambres, également, la chambre doit faire au minimum 9 mètres carrés, mais attention, 9 mètres carrés, je trouve que c'est vraiment petit. Si vous envisagez de labelliser vos chambres, on le verra dans la prochaine vidéo, et bien plus la chambre sera grande, mieux elle sera classée, puisque bien sûr elle offre un meilleur confort pour vos hôtes. Et de manière assez logique, plus votre chambre va être grande, plus vous pourrez envisager d'avoir un prix élevé. Dans l'une de mes chambres d'hôtes, je proposais un canapé convertible qui permettait d'accueillir 1 à 2 enfants en plus de leurs parents dans la chambre. La clientèle familiale n'étant pas véritablement une cible pour moi, je n'ai pas aménagé de manière pérenne cette chambre au départ, de base, je dirais, pour 4 personnes. D'ailleurs, je ne communiquais pas sur cette offre, je profitais vraiment de cette clientèle supplémentaire que j'avais l'été qui était une clientèle de passage. Concernant le canapé convertible, je reviens à mon critère essentiel de départ qui est le confort. Certes, c'est un lit d'appoint, mais le confort doit rester une priorité. Attention également à ce que ce convertible, vous puissiez l'installer et le désinstaller seul, sans vous faire mal au dos. Évidemment, protégez vos matelas avec des protège-matelas. Par pitié, ne mettez pas de protège-matelas en plastique. Personne n'a envie de dormir là-dessus, de transpirer et d'entendre le craquement du plastique à chaque mouvement. Concernant les draps, je vous recommande d'investir dans de la très bonne qualité. D'abord car ils vont mieux résister au lavage répété que vous allez leur faire subir. Et surtout, là encore, il faudra qu'ils soient doux et confortables pour vos hôtes.
L'idéal pour les draps, c'est vraiment de pouvoir les étendre pour le séchage, ça va vous faciliter le repassage. En revanche, pour les serviettes, moi je préfère le sèche-linge, je trouve que ça adoucit et ça évite le repassage. Concernant la salle de bain ou la salle de douche, prévoyez là aussi, si ce n'est pas déjà existant, des revêtements de sol et de faïence murale faciles à entretenir et qui ne marquent pas trop au calcaire. Si vous avez une douche, évidemment, prévoyez une porte de douche vitrée par exemple. En tout cas, là aussi, évitez nos ancêtres, les rideaux de douche, qui vous collent à la peau et qui, je trouve, ne sont absolument pas hygiéniques. Si vous avez une baignoire, prévoyez un pare-baignoire afin que l'eau ne gicle pas de partout. Si les toilettes peuvent être indépendantes de la salle d'eau, eh bien c'est l'idéal. Ce sera plus agréable pour vos hôtes. Et là encore, si vous voulez vous labelliser, j'en parle dans ma vidéo suivante, le WC séparé peut être un critère pour améliorer le standing de labellisation. Enfin, prévoyez aussi dans la salle de bain un meuble de rangement afin que vos hôtes puissent mettre leurs affaires de toilette sans les laisser traîner par terre. Moi, dans la salle de bain, je trouve ça pas mal d'ajouter soit une chaise, soit un tabouret pour que les personnes puissent s'asseoir si elles le souhaitent. Dans mes chambres d'hôtes, je mettais à disposition un sèche-cheveux, du shampoing, du savon. Pour vos produits d'entretien, je vous invite à privilégier des produits naturels. D'abord, c'est mieux pour l'environnement, mais surtout, c'est mieux pour votre santé. À usage répété, voire quotidien, prenez soin de vous. Évitez aussi, pourquoi pas, les aérosols. Le ménage doit être vraiment minutieux. Une maison bien entretenue, c'est une maison où vous pouvez passer le chiffon de poussière n'importe où et vous n'aurez jamais de poussière dessus. Avec votre chiffon, passez bien un petit coup au-dessus des portes, au-dessus des cadres, sur les ampoules, évidemment sur la décoration, les bibelots si vous en ajoutez, les plinthes. Et moi, je vous recommande de le faire à chaque ménage, même si la chambre ne vous semble pas sale. De même, je passais aspirateur et serpillière à chaque ménage. Travaillez vraiment comme des professionnels et ne vous contentez pas de à peu près. Renforcez votre hygiène, vous l'avez vu avec l'arrivée du Covid, c'est vraiment très important. Ce qui veut dire qu'à chaque ménage, on nettoie également les poignées, les interrupteurs. À titre informatif, il me fallait environ 45 minutes par chambre de nettoyage. Vous l'avez compris, si vous avez 5 chambres, il va falloir vous faire aider pour l'entretien. Alors gardez la même vigilance et la même exigence avec votre personnel. Je n'ai parlé que de la chambre et de la salle de bain, mais bien sûr, l'ensemble de votre maison doit être entretenu correctement, même si un rythme moins soutenu est possible dans les parties communes. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que je vous ai donné pas mal d'astuces sur toute cette partie-là qui est l'entretien de la maison. Certes, ce n'est pas la partie vraiment épanouissante du métier, mais mieux vaut l'anticiper. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre si c'est possible. Toujours dans mes recommandations pour les petites tâches au quotidien répétitives, je vais maintenant vous parler des petits déjeuners. Là aussi, je vous recommande d'investir dans du mobilier qui soit léger et confortable, que vous puissiez déplacer facilement pour faire l'entretien de votre pièce de salle à manger. Personnellement, pour servir les petits déjeuners, je nappe les tables, même en extérieur. J'avais choisi une vaisselle élégante, plutôt de charme, disons assortie avec le style de la maison que j'offrais. Là aussi, il faut vraiment adapter votre vaisselle au standing de votre établissement. Et puis, il faut pouvoir réassortir cette vaisselle si malheureusement vous avez de la casse. Alors pour la salle à manger, il existe plusieurs concepts. Soit vous avez une très grande table et vos hôtes vont tous s'installer sur cette même table commune pour partager le petit déjeuner. Soit vous prévoyez des tables petites séparées les unes des autres. Alors pourquoi pas imaginer des petites tables que vous pouvez réinstaller, remoduler selon les groupes que vous allez recevoir, et également si vous faites ensuite la table d'hôtes, pouvoir les assembler. Le petit déjeuner, pour la plupart des hôtes, est vraiment un moment convivial et privilégié de la journée. Les hôtes vont prendre leur temps car tout le reste de l'année, en général, ils se pressent le matin. C'est donc un critère de jugement qui va être assez important dans les avis clients. Personnellement, mon petit déjeuner plaisait beaucoup à mes hôtes, ils en parlaient souvent dans leurs avis clients et c'est ce qui me permettait d'avoir une vraie communication pour les gourmands. J'avais fait le choix de ne proposer qu'un petit déjeuner sucré avec uniquement des produits faits maison, excepté le pain. La difficulté, vous allez voir, c'est vraiment de gérer les quantités et de ne pas gaspiller. Si vous avez encore des enfants à la maison, eh bien c'est parfait, comme ça vous allez pouvoir leur servir leur goûter avec les restes du petit déjeuner. Personnellement, je congelais mes pâtisseries et ensuite je les offrais à des amis ou de la famille, car ça faisait vraiment beaucoup trop de restes.
J'avais investi dans des petites carafes pour deux, des petits plats, des petits moules à gâteaux, des petits présentoirs à pâtisserie, des petits beurriers en porcelaine, car parfois, plus vous en servez, plus vos hôtes mangent. Personnellement, je préférais servir les petits déjeuners en table individuelle, ce qui me permettait de mieux gérer les quantités du petit déjeuner. C'est la raison pour laquelle j'avais investi dans de la vaisselle pour deux. Pour chaque couple, je proposais une boisson chaude, une boisson fraîche, par exemple une citronnade fait maison, ou éventuellement un jus de fruits d'une ferme avoisinante. Je mettais une corbeille de fruits, si possible du jardin, ou sinon d'une ferme locale. Rassurez-vous, il arrive parfois que des petits voleurs vous vident votre corbeille de fruits, mais c'est rare. Ensuite, je mettais des yaourts faits maison, du beurre, un choix de 3 confitures faits maison, du miel d'une ferme locale, une baguette de pain, une pâtisserie selon la saison et mon humeur. Cette pâtisserie pouvait être un cake, un crumble, un clafoutis, des muffins par exemple. Et enfin, je cuisinais tout le temps quelque chose de chaud, à savoir des pancakes à la banane, au chocolat, à la pomme, que j'arrosais avec un petit sirop maison de fleurs de sureau. C'est certain que cuisiner à la minute, cela prend beaucoup de temps. Mais je vous assure que cela va marquer l'esprit de vos hôtes, car c'est le genre de pâtisserie qu'ils ne vont pas faire chez eux, ils ne vont pas prendre le temps. Acheter simplement des viennoiseries, à mon sens, pour des Français, ça n'a rien d'exceptionnel. Pour l'organisation des petits déjeuners, je demandais l'horaire souhaité. Je suis d'accord que c'est une contrainte pour eux de devoir me donner un horaire pendant leurs vacances, mais enfin je leur expliquais que je leur préparais des bonnes petites choses en dernière minute. Ensuite, j'anticipais mon organisation afin de ne pas me réveiller trop tôt. Je préparais par exemple mes tables la veille au soir. Pour l'été, quand les petits déjeuners sont en extérieur, je préparais toute ma vaisselle sur une table roulante prête à être installée. Je cuisinais mes gâteaux la veille au soir. Je préparais la pâte de pancake la veille au soir. Pour le pain, comme j'étais isolée en campagne, j'achetais mon pain par grande quantité que je congelais. Je décongelais le pain au four traditionnel pendant 16 minutes et du coup il était délicieux, chaud et croustillant. Attention pour cela, faites des tests car tous les pains ne sont pas bons à être congelés. En l'occurrence, nous concernant, je dirais qu'ils étaient même meilleurs congelés et recuits au four que directement achetés à la boulangerie. Donc en même temps que je faisais mes préparations de pancakes, le matin, je faisais cuire mon pain qui du coup sortait tout chaud et croustillant. Délicieux. Comme je recevais beaucoup d'hôtes, le pain ne restait pas longtemps dans mon congèle, donc ne prenait absolument aucune odeur de congélateur. Pour les restes de pain, eh bien nous les mangions nous-mêmes, ou sinon il m'arrivait de les recycler, par exemple dans du pain perdu, du pudding, de la chapelure. Là aussi, la qualité de votre petit déjeuner doit être en rapport avec le standing de votre hébergement. Par exemple, si vous vendez votre chambre d'hôte, y compris les petits déjeuners, à 40 € la nuit, je pense que c'est suffisant de proposer du pain frais, des confitures et du beurre. Plus votre prix est élevé, plus votre petit déjeuner doit être de qualité et copieux. Aussi, je trouve que la notion du fait maison est vraiment très importante dans la chambre d'hôte. Je vous en parlais dans la vidéo précédente. Pour moi, le fait maison du petit déjeuner, ça correspond vraiment à ce concept de chambre d'hôte. Je trouve que le fait maison, c'est vraiment une attention particulière que vous allez porter à vos hôtes. C'est un désir de faire plaisir et de considérer ses hôtes. Le reste de la journée, comme je vous l'indiquais au préalable, j'avais mon coin café qui était toujours en libre service, et gratuit bien sûr. J'avais également un petit frigo vitré dans le salon commun. Je proposais des petites bouteilles de vin, des bières d'une brasserie locale, des jus de fruits d'une ferme locale. Les prix étaient notés à côté et je demandais à mes hôtes d'inscrire sur un carnet tout simplement les consommations qu'ils avaient. J'aime assez l'idée d'être aussi dans un climat de confiance avec vos hôtes. Et le côté self-service va vous faire gagner beaucoup de temps puisque vous n'êtes pas du coup obligé d'être toujours présent. Ce petit bar, ça va être un moyen pour vous d'ajouter des ventes additionnelles. Pour finir aujourd'hui, je vais vous parler de la table d'hôte. Alors moi, il m'arrivait rarement de la proposer, je n'ai donc pas une grande expertise à partager sur ce sujet. Je rappelle simplement, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, que si vous offrez une table d'hôte, votre obligation c'est de manger avec vos hôtes. Cela veut dire que ça va vous prendre beaucoup de temps dans une journée qui est quand même déjà à rallonge. Pour mémoire, dans ma première vidéo, l'étape 1, je vous détaillais toutes les fonctions que vous allez avoir dans une journée
dans une maison d'hôte. Je vous invite pourquoi pas à réécouter cette vidéo pour vraiment prendre conscience de la disponibilité nécessaire si vous proposez une table d'hôte. Vos hôtes sont en vacances, ils passent du bon temps, et bien du coup, ils ne se pressent pas. Le problème, c'est que vous, propriétaire, à ce moment-là, vous avez déjà travaillé toute la journée. Même si le repas est convivial, il fait partie de votre travail. Cela vous empêche du coup de manger en famille. Cela vous oblige à être disponible pour parler. Cela vous fait coucher tard et souvent cela vous fait manger plus. Car pour vos hôtes, en général, vous cherchez toujours à faire des bons petits plats pour leur faire plaisir. Je pense qu'il est intéressant d'envisager la table d'hôte, surtout si vous avez un grand nombre de convives, afin qu'au moins la table d'hôte devienne une vente additionnelle rentable pour vous. La table d'hôte, c'est beaucoup de travail entre les courses, les préparations, le service et le rangement, et quand même peu de bénéfices. Réfléchissez à des petits plats sympathiques qui ont vraiment un effet waouh au niveau de la présentation, mais qui ne vont pas vous coûter trop cher. Évidemment, votre table d'hôte, plus son prix de vente va être élevé, et bien plus les plats doivent être raffinés. Dans mon esprit, la table d'hôte n'est pas un restaurant gastronomique, mais plutôt des bons plats gourmands et simples. J'aime bien rappeler que le temps c'est de l'argent et qu'il faut toujours réfléchir à la rentabilité d'un service, en rapport aux bénéfices que cela apporte, mais aussi en rapport au temps de travail. Personnellement, mon activité principale, c'était l'organisation de réception avec la location de salles et mes chambres d'hôtes étaient une activité secondaire. Dans ma stratégie commerciale, la table d'hôte m'apportait un revenu insuffisant face aux contraintes et à l'épuisement que cela pouvait engendrer. C'est pourquoi je proposais une liste de restaurants locaux à mes clients. J'espère que j'ai pu vous aider à faire évoluer vos réflexions personnelles sur l'aménagement de vos chambres d'hôtes. Également, j'espère que vous avez pris conscience de l'importance d'une organisation millimétrée au quotidien. Dans la prochaine vidéo, qui sera l'étape 6 de comment ouvrir une chambre d'hôte, je vais commencer à vous parler de commercialisation en abordant la labellisation. En effet, le label, c'est un sujet que j'ai promis d'aborder à plusieurs reprises dans mes vidéos précédentes. Si vous souhaitez voir cette prochaine vidéo, je vous invite à taper ici pour l'étape suivante.